Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Face à Raju. Aujourd'hui, qui est face à moi? C'est lui. Il s'appelle Boris. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Ça, on te l'a fait je sais pas combien de fois. En fait. Non, t'es le premier. Non, c'est pas vrai. Tu me charries. Ah, il est charrière. Boris Argot est avec nous. Salut Boris. Salut Radio, merci beaucoup de m'accueillir. Eh ben écoute, avec plaisir. On est un petit peu chez toi ici. Disons les choses. On est dans ton studio. On va parler de ça rapidement pour commencer. C'est toi qui est. On nous tournons à Bangberg Studio. Et c'est toi qui as créé cet univers. Comment c'est arrivé en fait? Écoute, on se reçoit mutuellement. On se reçoit mutuellement. C'est le grand esprit, la grande famille de la télé, c'est formidable. On sait pas qui reçoit qui en fait. Mais bon, bref, on est. En tout cas, je suis très content d'être en face de toi aujourd'hui. Donc comment c'est né ici, Bamberg Eh bien, écoute, moi, tu sais, je suis un peu un enfant de la télé. Ouais. C'est une expression qui est déjà bien galvaudée, je pense. Ah, je connaissais. Mais enfin, je suis un enfant de la télé, et donc j'ai toujours été fasciné par les caméras et les éclairages et les plateaux. Et donc voilà, c'est un petit peu l'aboutissement d'un rêve d'avoir monté un petit plateau télé qui sert évidemment pour faire de la télé, pour aussi les youtubeurs, mais aussi pour toutes les entreprises qui cherchent à faire des live streaming ou des communications comme ça, des webinars comme on dit, des séminaires en ligne. Voilà. Et notamment Face à Raju et le Street Show, donc le live de Street Show qu'on fait également sur Twitch, comme tu sais. Aujourd'hui, nous allons parler donc de toi, vraiment focus sur toi. Qui est fois lui Boris Sercotte. Les gens se disent, on l'a déjà vu, évidemment, on te voit, on t'a vu à la télé sur les 20 dernières années. On va revenir un peu. Oh là là, ça nous rajeunit. Sur ton parcours. T'es arrivé comment en fait? T'as fait des études dans le journalisme ou pas du tout? Non, c'est même pas. Alors non, moi je suis journaliste de cœur et d'âme, ça c'est sûr, depuis toujours. Journaliste un jour, journaliste toujours. Mais c'est encore un métier, si tu veux, encarté, entre guillemets, où quand on rentre pas par la porte, on peut toujours rentrer par la fenêtre. Moi, j'ai fait des longues études, mais pas des études de journalisme. Mais oui, bon. Voilà, et ça m'a quand même mené au journalisme. J'ai notamment fait des longues études d'histoire et d'histoire contemporaine. Et l'histoire contemporaine, c'est un peu la chronique du quotidien à travers les âges. Le point commun et le paradoxe aussi de l'histoire contemporaine, c'est qu'on travaille avec du vivant, avec des témoignages, avec des gens qui ont vécu les événements qu'on relate. Donc c'est assez voisin de la démarche journalistique finalement, parce que pour ma thèse notamment, justement on y vient, cette thèse qui a un nom très. J'ai rencontré beaucoup de témoins. Moi j'ai travaillé beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale, et donc des témoins qui ont vécu la résistance, etc. et qui m'ont fait l'honneur de témoigner déjà en face d'une caméra. Senia Jubser, une vie française. Bravo. Qui retrace une correspondance de guerre à l'itinéraire d'un immigré juif. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai retracé, c'est en faisant de la télé que j'ai choisi mon sujet de thèse. En fait, je travaillais sur une toute petite chaîne du câble à l'époque et je lançais un appel à témoins quotidien et j'invitais les gens à venir témoigner justement, à dire ce qu'ils avaient envie de dire. Ça pouvait être des poèmes, ça pouvait être raconter leur histoire personnelle, ça pouvait être raconter un changement de vie, etc. Plein de choses comme ça, un bouquin qu'ils avaient écrit. Et un jour, il y a une petite dame qui est venue me voir et qui m'a dit « Écoutez, j'ai retrouvé toutes ces lettres dans mon grenier qui ont été écrites par un de mes aïeux et je ne sais pas trop quoi en faire. L'Institut d'histoire du temps présent n'en veut pas, Sciences Po n'en veut pas, etc. Écoutez, moi je lui dis « Je fais les études d'histoire, je vais regarder ça, on va voir ce qu'on peut en faire. Venez avec et venez en lire quelques-unes sur le plateau. » Et c'était tellement émouvant, si tu veux, que je me suis intéressé à cette histoire plus profondément. Et en fait, c'était passionnant parce que c'était la correspondance complète d'un déporté résistant juif, comme tu l'as dit, qui a eu une histoire extraordinaire. Et j'ai retracé toute son histoire à travers cette correspondance. Voilà. Ça doit prendre du temps, ça. Enfin, une thèse. Ça prend 3 ans. 3 ans, voilà. Je pense à tous ceux qui font des thèses également, qui sont en train de l'écrire. Hésitez au s'accrocher, quoi. Ouais. J'étais le plus jeune docteur de France. Tu te rends compte? Ah oui, félicitations. On va s'intéresser à quelqu'un qui s'appelle Thierry Ardisson. Ah là, oui, d'accord. Parle-moi de ta rencontre, parce que tu as bossé avec lui sur l'émission Tout le monde en parle au début des années 2000. Voilà, c'est ça. C'était à la grande époque de Tout le monde en parle, qui est un peu une émission... Je crois que ça a fait 4 ans en 2006, Tout le monde en parle. Hein. C'est ça. Alors moi, j'étais à l'époque des années 2000, donc c'était la grande époque, si tu veux. C'est un peu une émission de légende pour tous ceux qui aiment les talk-shows en France. Moi, je te l'ai déjà dit, mais moi, c'est mon émission préférée. Voilà. C'est mon émission référence. Voilà. C'est une émission qui a marqué l'histoire de la télé, je pense, parce que déjà Thierry est quelqu'un d'extrêmement créatif. Je pense que c'est un des grands créatifs de la télévision. Et je pense que son autre talent, ça a été d'avoir réussi la performance unique, je crois, en France, d'avoir su adapter le modèle du late show américain.
si tu veux. Parce que beaucoup s'y sont risqués. Arthur, enfin bon, beaucoup sur aussi la chaîne Comédie ou même Canal, etc. Et je pense que c'est vraiment le seul qui ait réussi à l'adapter à la mode française, tu vois. Et c'est vrai qu'on arrivait à obtenir des scoops dans Tout le monde en parle, parce qu'il y avait aussi une vraie technique de préparation. Moi, je sais que j'écrivais en fait les fiches sur les invités, qui après étaient transformées en fiches plateau, parce que Thierry lui avait 300 fiches par invité. En fait, il y avait tout le conducteur, tout le séquencier de l'émission qui passait dans ses mains, et c'était évidemment beaucoup de préparation. Moi, je préparais les fiches invités en fonction d'un dossier de presse qui était constitué par une équipe de documentalistes et qui nous permettait, avec des recoupements d'interviews qu'ils avaient faites, de retrouver des infos que tout le monde avait oubliées, et même les invités eux-mêmes parfois l'avaient oublié. Alors justement, tu as des anecdotes à raconter, un invité qui t'a marqué, une préparation d'émission qui t'a marqué Bah, il y en avait plein. J'imagine, mais là, il faut... Je sais pas, j'ai fait plus de 150 invités pour Tout le monde en parle. Et puis surtout, c'était des invités aussi qui venaient dans Rive droite, Rive gauche, qui était une autre émission aussi emblématique, qui était sur Paris Première, qui est une très très belle émission de culture, très intimiste, avec notamment un face-à-face avec Thierry pendant une demi-heure, et puis pendant une autre demi-heure, c'était un plateau de chroniqueurs. Mais alors, quel chroniqueur? Il y avait déjà Frédéric Becbédé, il y avait Elisabeth Quint, il y avait Philippe Tesson, il y avait tous ces gens-là que cette émission a rendu célèbre. Hein. Donc, c'était vraiment de très, très haute volée. Et toi, t'étais pas dessus à ce moment-là? Non, moi j'étais justement quelqu'un de l'ombre, et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, c'est parce que moi j'avais besoin un petit peu de lumière. Si tu veux, Thierry Ardisson, à chaque fois on lui disait « mais comment vous savez tout ça ?» Et puis je sais pas si tu te souviens, il y avait la musique de Capitaine Flamme, parce que c'était quelqu'un que Capitaine Flamme, c'était toi. Et alors qu'en fait, il savait tout ça parce que c'était effectivement... Et justement, t'as parlé moi notamment qui... Un invité qui t'a marqué. Ouais, c'était... Bah écoute, je vais te parler d'une grosse connerie que j'ai faite. Ah. L'invité, c'était Enrico Macias. Et c'était extrêmement touchant parce qu'il était dans mon souvenir, il était de Constantine, lui. C'est un invité, qui était royal parce qu'il a une carrière monumentale, etc. Et je me souviens, il parlait dans son bouquin d'un frère de lait. Et en fait, le frère de lait, c'est pas un frère de sang, c'est un frère de lait. C'est-à-dire qu'en gros, on partage le sein de la même nourrice. Bon. Et moi, j'avais parlé je suis allé un petit peu vite. Dans les fiches, j'ai parlé de son frère, tu vois. Et donc, comme c'était par ordre chronologique les interviews, Thierry parle du frère. Alors, votre frère... Et Enrico dit « mais pas du tout, j'ai jamais eu de frère en fait ». Donc il y a eu un malaise, si tu veux, dans l'interview qui a cassé un petit peu le caractère intimiste de cette interview et l'équilibre, parce qu'une interview c'est très subtil, c'est une mayonnaise qui monte petit à petit, mais c'est aussi un lien de confiance, si tu veux. Et là, la confiance était rompue dès le début, parce que dès la naissance, il parle de l'existence d'un frère qui n'existait pas. Donc je me suis un petit peu fait taper sur les doigts après, mais finalement ça s'est bien passé parce qu'on a réussi à faire une belle interview quand même. Parce que c'est vrai que dans cette émission, tu m'en parles, t'avais quoi, 10 invités à chaque fois? Il y avait même plus, hein. Il y avait énormément d'invités. Alors c'était une émission qui était tournée le jeudi soir, comme tu le sais, Thierry Ardisson, c'est pas quelqu'un qui aime le direct, c'est quelqu'un qui aime l'enregistrer parce qu'après ça lui permet... Ça lui a été reproché aussi beaucoup. Oui et non, parce qu'en fait, c'est des retouches, c'est de la dentelle, les émissions d'Ardisson. Elles sont vraiment très montées, et lui participe complètement à la post-production de l'émission, donc au montage de l'émission derrière. Le but, c'est de maintenir un rythme soutenu, si tu veux, et puis surtout de mettre en valeur l'invité, lui un petit peu aussi, forcément, mais surtout les invités. Et c'est vrai que personne, ou à de très rares exceptions près, on peut lui reprocher ça. C'est-à-dire que ça permet de vraiment faire une émission de grande qualité. Et en gros, ça permet d'élaguer, si tu veux, d'obtenir un produit fini quasiment parfait, quoi. Dans l'émission, il y avait aussi Laurent Baffy. Bien mais sûr. moi, je pense pas que tu écrit pour lui. Parce que lui aussi, Laurent Baffy. Ah non, les câbles, Baffy, c'est ça, il écrit pas forcément. C'est un sniper, quoi. Voilà. Ouais, il a besoin. Donc lui, c'est une info, une vanne, quoi. C'est ça. Sûr. Donc, et Philippe Corti qui a fait les premières années, après ça s'est arrêté, parce que il venait pour le blind test de fin. Exactement. Après, ça a changé, hein, ça a eu moi, j'étais à cette époque-là, à l'époque de Corti. Avec Talia Tissia aussi. Alors ça, on parle vraiment technique, là, faut connaître l'émission, hein.
les miss qui met aussi à la fin. Ah ouais, c'était bien. Allez voir les archives, on fait la promo gratos. Mais tu sais, on faisait des interviews en plateau qui duraient parfois 45 minutes, 1 heure. Ça n'existe plus aujourd'hui. Alors on gardait... Dans 20 minutes, ça peut durer ce temps. Ça peut durer ce temps. On gardait 20 minutes, mais c'était du caviar, quoi, vraiment. Parce que souvent, tu sais, chaque interview, moi j'ai eu la chance de croiser le chemin de grands intervieweurs avant de te connaître. C'est-à-dire que tu as vu les grands intervieweurs, puis moi. Après, j'ai découvert Radio. J'ai travaillé avec Thierry Ardisson, je travaillais avec Philippe Labro, avec El Kabash, évidemment. Et sûrement le plus grand de tous, c'est sans doute le moins connu de nous tous ici, ce qui s'appelle Jacques Ourevitch, qui est un peu mon mentor, qui est un des cofondateurs d'Europe 1, qui aujourd'hui a disparu, mais qui était sans doute celui qui avait la plus de classe, quoi. Voilà. Donc voilà, la rencontre Ardisson, elle est déterminante, intéressante. Et ensuite, bon, bah, toi, tu dis, il faut quand même être dans la lumière, il faut qu'on te voit. Et ça commence par non, pas tout de suite. Par Direct Tweet plutôt. D'abord, c'est Public Sénat, figure-toi. Public Sénat. Comme je te disais, un autre grand intervieweur, Jean-Pierre El Kabash, paix à son âme, hein, il nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, qui est sans doute un des plus grands intervieweurs. C'est lui qui est rentré là-dedans. Donc Bah oui, parce qu'en fait, j'ai eu la chance aussi de participer à la création de plusieurs médias, dont Public Sénat, puisque c'était le patron fondateur de Public Sénat. Donc, l'une des deux chaînes parlementaires. Il y a une chaîne parlementaire pour l'Assemblée nationale et une chaîne parlementaire pour le Sénat. Ce qui est très important. Alors, c'est toi qui l'as créé, cette chaîne? Créé, non. Ce serait trop prétentieux de dire ça. Mais disons que je faisais partie de l'équipe pionnière de Public Sénat. Ouais, c'est ça, dans les années 2000. Et l'idée, si tu veux, c'était de donner accès aux gens, un accès public à tout ce qui peut se passer à l'intérieur de l'Assemblée. Donc, en gros, la Haute Assemblée, hein, l'Assemblée du Sénat. Comme tu sais, le système français fonctionne sur un système bicaméral, donc avec 2 chambres qui permettent donc une navette parlementaire avant la décision et le vote des le Public Sénat, on peut pas être politisé. Enfin, on peut pas être d'un côté ou de l'autre. On est pour tout le monde, en fait. On peut l'être, comme chaque journaliste laisse en Dieu. Là, on est vraiment. Mais disons qu'on regarde pour soi son opinion. Voilà, on regarde pour soi son opinion. L'idée, c'est un petit peu le travers des journalistes aujourd'hui, c'est qu'ils pensent plus à leurs questions qu'aux réponses. En fait, l'idée de notre métier, c'est de faire surgir la vérité. Donc, l'idée, c'est de la faire surgir par son interlocuteur, pas forcément par nous-mêmes. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. C'est ce qu'essayait de faire El Kabash, c'est d'essayer toujours d'obtenir dans chacune de ses interviews 1 ou 2 dépêches AFP qui lui permettent de faire un petit peu avancer les choses et de faire avancer la vérité. Donc ça, c'était vers 2004. Ouais, c'est ça. Et alors, Jean-Pierre m'avait confié, El Kabash m'avait confié la création de plusieurs émissions, de débats. Ça, c'était dans sa boîte de prod ou c'est ta propre boîte de prod qui vont... Non, j'avais pas encore de société de production. C'était vraiment la prod du Sénat. Hein. C'est un budget qui est vraiment alloué par le Sénat. Il y a beaucoup d'argent. Alors, Sénat. Pas mal d'argent. Ouais. C'était entre... Dans mon souvenir, c'était une 15aine de millions d'euros. C'est nos impôts ou c'est quoi? Bien sûr. Ah ouais. Donc c'est l'argent public. Mais c'est une chaîne indispensable. Tu sais, quand on demande aux gens, c'était intéressant comme enquête, ça. Donc t'as créé une chaîne avec mon argent, si je comprends bien. Exactement. En fait, encore une fois, j'étais pas seul et puis surtout, j'étais encore un petit... L'argent du contribuable, vous aurez compris. Un journaliste à l'époque. Mais j'ai énormément appris en tout cas. Mais en tout cas, quand on pose la question aux gens, est-ce que vous regardez Public Sénat? Les gens te disent pas vraiment. Enfin, et ceux qui regardent l'apprécient beaucoup parce qu'il y a notamment beaucoup de très beaux documentaires sur Public Sénat et aussi des caméras un petit peu indiscrètes dans les commissions parlementaires qui sont les endroits où se fabriquent, où se réfléchissent les lois et où on a fait des interviews. Par exemple, on se souvient des interviews de Vincent Bolloré ou de tous les patrons des grandes chaînes pour les histoires de renouvellement des licences de la TNT, etc. Tout ça, c'est passionnant et ça, on n'y avait pas accès avant. Et quand tu demandes aux gens, est-ce que vous regardez Public Sénat, ils te disent pas vraiment. Est-ce que vous voulez qu'on retire cette chaîne? Ils disent surtout pas, parce que c'est un nouveau droit citoyen, si tu veux. Tu as accès à des débats auxquels on n'avait pas accès avant. Et ça, c'est vrai pour le Sénat, c'est vrai aussi pour l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est Public Sénat. Et puis, on va s'intéresser à Direct 8. Alors, la TNT, en 2005, Direct 8, t'es dessus, t'es à la création. Alors là, je suis le premier à l'antenne, avec Caroline Iturbide, puisqu'on présentait l'émission à 2 à l'époque. Et là, alors pour le coup, c'est vrai qu'on est arrivé dans la tour Bolloré, il y avait rien.
Il y avait Gérard Pulicino qui est donc le grand réalisateur notamment qui a créé Taratata, etc. Non, peut-être pas sa casserole. Non, je pense pas que ce soit lui déjà. Il était encore jeune, Gérard, à cette époque-là, mais c'était un génie de la réalisation. Tu vois, la réalisation de Taratata, c'est quand même très innovant, etc. Et c'est à lui que Vincent Bolloré et Philippe Labro avaient fait appel pour configurer Parce que Direct 8, le principe de Direct 8, à la base, c'est que tout doit être en directeur, comme son nom. Ça fonctionnait sur 3 piliers, et c'est comme ça que Vincent Bolloré l'a fait admettre au CSA à l'époque, donc l'ancêtre de l'Arcom, hein. L'autorité de... On en parlera dans un instant, justement. Des chaînes. Ces 3 piliers, c'était effectivement, 100% direct, qui est un vrai challenge, parce que toi qui es un homme de télé, tu sais qu'il n'y a rien de plus compliqué en télévision que d'enchaîner 2 émissions en direct, et on le faisait 8 à 10 fois par jour. Ouais. Deuxième pilier, c'était des nouveaux talents, c'est-à-dire que c'était des gens qu'on n'avait jamais vus nulle part, ou presque pas. Et 3, c'était des nouveaux programmes, donc des créations de programmes qu'on n'avait non plus jamais vu. Et alors, petit à petit, les 3 à 4 premières années, là où j'y étais, si tu veux, on jouait vraiment le jeu. Et puis, petit à petit, la chaîne a pris un petit peu d'essor, etc. Et on a un peu abandonné ces 3 piliers de départ, puisqu'on a recruté des gens comme Morandini, comme Cyril Hanouna plus tard. Cécile de Minibus. Comme Cécile de Nélibus, comme Alain Minc, comme Alexandre Adler, enfin des figurations. Et puis, les programmes, si tu veux, c'était... Et toi, tu restes combien de temps ? Plus ou moins une ressucée d'M6. Parce que toi, t'es un peu patron de la chaîne, si je comprends. Non, patron, non. Disons que moi, je m'occupe. On était recruté avec Thomas Soto, figure-toi, au départ, pour monter la rédaction. Donc, tu restes combien de temps ? Moi, je suis resté 4 ans. Ah, quand même, ouais. Je suis resté les 4 premières années, 2005-2009, et je me suis éclaté. Je pense que c'est mes plus belles années de télé. Et pas seulement parce que j'ai créé des programmes et incarné des programmes et que j'avais vraiment carte blanche par Vincent Bolloré, mais aussi parce que j'ai rencontré une des personnes importantes de ma vie. Oui, on va revenir aussi ça dans un instant. Ouais. Alors, donc 4 ans, donc après tu vas t'en aller, la chaîne va évoluer, va changer de nom, on le sait, d'abord D8, dans D8 d'abord. Alors oui. D8, puis C8. C8 quand c'est devenu le groupe Canal. Puis plus rien du tout. Hein, mais il faut quand même raconter cette petite histoire parce que c'est sans doute l'un des plus belles aventures de l'histoire de la télé de ces 20 dernières années. C'est-à-dire que Bolloré, il a fait un coup de maître avec une toute petite chaîne qui était quand même le premier budget des petites chaînes de la TNT. On avait 40 millions d'euros de frais de fonctionnement annuels, ce qui était quand même pas négligeable, tu vois. Alors, c'était inférieur évidemment aux chaînes historiques, aux chaînes hertziennes, mais c'était sans doute le plus beau budget des petites chaînes naissantes de la TNT. Donc, ça nous permettait quand même d'avoir une liberté assez conséquente, d'avoir des variétés de programmes, etc. Et tout était de la création, hein, c'était incroyable. Mais il a fait le plus beau coup parce qu'avec cette petite chaîne, il a réussi à séduire Canal+, à l'époque Bertrand Méheux. Tu sais, tout ça sont des industriels bretons. Donc Bolloré, chaque année, il fait une soirée bretonne. Et the place to be, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les puissants qui sont là-bas. Et Bertrand Méheux apprend que Vincent Bolloré est prêt à céder cette chaîne. Donc Bertrand Méheux lui dit « Mais attends, moi je l'achète ta chaîne, il n'y a pas de problème. » À l'époque, Canal n'avait qu'une seule petite chaîne sur la TNT, c'était iTélé, qui était une chaîne sur laquelle j'ai travaillé d'ailleurs. CNews, ouais, qui est devenu CNews. Qui est devenu CNews après, mais qui était la dernière de la TNT. Donc Canal dit, bah attends, moi je veux aussi mon canal important sur la TNT, combien je te l'achète ? Et Vincent Bolloré dit, attends, elle vaut 250 millions d'euros. Et Bertrand Méheux lui a dit, je te fais le chèque. Et ben Vincent Bolloré, c'est là où c'est incroyablement malin, lui dit, mais non, je veux pas l'argent moi, je veux des parts dans le groupe Canal+. Donc c'est comme ça qu'il est rentré dans le groupe Canal+, donc ça lui a pas coûté 1 centime, ok ? Et c'est comme ça que petit à petit, il a fini par avoir quasiment 30% du groupe Canal+, et par devenir le patron du groupe Canal, qui possède, comme tu le sais, Vivendi, Havas ensuite, etc. Enfin, c'était un coup de maître qui lui a pas coûté. Effectivement, c'est quelqu'un qui fait... dont on parle depuis plusieurs années, qui fait débat, notamment auprès de Cyril Hanouna. Ouais. C'est le seul animateur qui l'a fait signer un contrat de 6 ans, 7 ans, à chaque fois il lui fait des gros contrats. Je crois que c'était en 2012. 5 ans, ouais. De 5 ans. Contrats de 5 ans. C'est rare et ça il se quasiment pas des contrats comme ça. Non, mais c'est la manière de faire de Vincent Bolloré quand tu as la chance d'avoir la confiance d'un homme comme lui.
c'est une très très belle rencontre professionnelle que j'ai pu faire. C'est vraiment un type qui a une intuition absolument phénoménale. Et en fait, pour Hanouna, c'est simple. Il a signé un contrat de 250 millions d'euros sur 5 ans, donc ça fait 50 millions par an. Après, c'est pas de l'argent de poche, hein. C'est fait aussi produire, faire des émissions Prime, et puis 200 access. Enfin, c'est pas non plus rien. C'est de l'argent, beaucoup, mais c'est aussi pour fabriquer des programmes. Ça aurait pu être toi aussi l'animateur finalement, à la base, qui produise, vu que tu as commencé finalement pour... Oui, parce que c'est vrai que Cyril, on n'est pas exactement dans le même registre. Moi, je reste quand même un journaliste. Alors, j'ai fait beaucoup d'infotainment. C'est d'ailleurs ce que j'ai amené à Direct 8, avec l'émission 88 minutes notamment, où on a importé plein de codes américains. Moi, je suis toujours fasciné par la télé américaine et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à adapter de la télé anglo-saxonne, américaine en particulier. De tout, la culture américaine en règle générale. Voilà. Et notamment l'infotainment. Donc l'infotainment, c'est le mélange entre l'info et l'entertainment, donc le divertissement. Et l'idée, c'est que, par exemple, on recevait des ministres, si tu veux, et on les appelait par leur prénom, mais on continuait de les vouvoyer. Donc on installait une sorte de connivence, de proximité, et en même temps, on gardait cette distance respectueuse qui nous permettait de poser toutes les questions possibles. Et ça, c'était génial parce que du coup, on avait un ton très agréable, si tu veux, qui nous permettait en même temps d'être très moderne. Mais aujourd'hui, parce qu'on parle un peu du passé, mais au présent, tu te reverrais, t'as envie de refaire ça ? De l'infotainment, c'est vraiment le genre dans lequel je suis le plus à l'aise. J'ai tout fait. J'ai fait beaucoup de hard news. J'en ai fait encore assez récemment dans le JT d'M6. Oui, ça a été M6 l'an dernier encore. Voilà, où je prends énormément de plaisir. Mais ça, c'est mes racines de métier, si tu veux, professionnel. Ça, je sais faire. Et puis, je suis allé même jusqu'au divertissement en acceptant de présenter le Bachelor, la dernière saison du Bachelor sur TF1. Où ça, bon, voilà, c'est le grand écart. Ouais. Sachant que le Bachelor, si tu veux, c'est un format que j'ai accepté parce que déjà, le TF1... Alors, c'est vraiment eux qui sont venus me chercher, ce qui paraît absolument insensé parce que j'avais pas du tout ce registre-là, moi, à l'époque. Mais ils voulaient professionnaliser un tout petit peu la présentation. Ils avaient besoin d'un chef de famille, journaliste crédible, etc., qui avait un peu d'expérience. Donc, c'est vers moi qu'ils se sont tournés. Ouais, dans un instant, le Bachelor. Un mot quand même pour terminer avec C8, ça se termine, hein, C8, dans quelques semaines. Alors oui, comme ancien nouveau CSA, ton avis là-dessus, forcément, pourquoi c'est sur C8 qu'on tape, pourquoi on tape sur Énergie 12 et pas sur les autres chaînes? Alors, plusieurs choses. Déjà, pourquoi ça arrive maintenant en milieu de saison? Parce que c'est... Et pourquoi en milieu de saison? Troisième question. Voilà, sur l'anniversaire, tous les 10 ans, en fait, l'Arcom redistribue les cartes, si tu veux, donc de ces canaux de la télévision numérique terrestre, donc la TNT. Et il se trouve que la naissance de Direct 8, donc l'ancêtre de C8, c'était le 5 mars 2005. Okay. Et donc on arrive à l'échéance des 20 ans. C'est pour ça déjà dans un premier temps. Alors après, les raisons pour lesquelles Énergie 12 est écartée et C8 est écarté, ce ne sont pas les mêmes. Énergie 12, c'est non seulement pour un déficit, pour le coup, d'audience. Il n'y avait plus de programme sur Énergie 12. Et puis surtout, voilà, c'est une chaîne qui s'était engagée à produire des programmes, à produire des émissions, ce qu'elle ne faisait plus depuis plusieurs années parce qu'ils avaient acheté tellement de programmes qu'ils avaient un stock énorme qui leur permettait de ne plus produire d'émissions. Donc en gros, de faire des économies, et c'est un petit peu ce qu'on reprochait à Énergie 12. Et en même temps, quand on connaît le patron d'Énergie, Jean-Paul Baudecroux, on sait à quel point l'homme et pour lequel un sou est un sou, hein, il est assez précieux, le sou, Jean-Paul Baudecroux. Je me dévoilerai en disant ça rapide, c'est pour ça. Donc Énergie 12, c'est pour ça. Pour C8, alors moi, évidemment, tout bien, j'étais un des premiers à signer la pétition pour m'opposer au retrait de C8 parce que je trouve que c'est malgré tout assez injuste. C'est clair que c'est pour se faire à la tête d'Hanouna. Je pense c'est clairement à cause d'Hanouna que l'énergie va sauter, que Karine Arsène, qu'on salue, qui est venue chez nous, va sauter également. Je pense que c'est un petit peu pour ça. Sachant que c'est extrêmement maladroit parce que déjà, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain, comme tu dis. Il y a plus de 300 salariés qui se retrouvent sur le carreau. Et puis, surtout, s'il y en a bien un qui va survivre, c'est Hanouna et pas les autres. Puisque je crois qu'ils sont en train de préparer plus ou moins une plateforme qui lui sera dédiée, etc. Donc, on ne sait pas encore à quelle sauce ils vont être mangés et comment Hanouna va
ressurgir dans le PAF comme un phénix, hein, parce qu'à mon avis, il est loin d'être fini. Le garçon, il a des ressources et il est malin, donc et des appuis. Donc je pense que on entendra encore beaucoup parler de lui. Malheureusement, effectivement, tu as plein d'autres personnes et des techniciens, et des journalistes et des animateurs qui vont se retrouver sur le carreau. Alors après, voilà, c'est pas encore fini. Moi, je pense que les chaînes d'en face de remplacement ne sont pas prêtes. Qu'on parle de Ouest France ou qu'on parle de Kretinsky, ils ont dit publiquement qu'ils n'étaient pas encore prêts. Donc, il n'est pas improbable, peut-être, qu'on arrive en dernier recours à obtenir un report jusqu'en septembre au moins. Tu vois, je sais pas. Je dis ça, mais apparemment les choses sont peut-être encore. Est-ce que c'est le moment aussi, on va dire pour nous justement face à Rajou, la boîte de prod, d'autres émissions de justement proposer plein de projets parce que peut-être des animateurs partiront. Des projets à qui à n'importe qui, aux chaînes, je sais pas. Il y a d'autres chaînes qui vont être remplacées, ces chaînes. Il y a forcément des joueurs qui vont arriver. Je sais qu'il y a un projet d'Ouest France, un projet de Kretinsky, qui est de nouveaux hommes forts des médias. Je ne sais pas du tout quel sera leur ligne éditoriale, mais c'est ce qu'on souhaite forcément, quoi. De toute façon, c'est toujours l'occasion de renouveler un petit peu les. Plus je connais Boris Herschot, les gars, donc c'est. Ça peut jouer, on peut jouer. En tout cas, voilà, c'est vraiment l'info de cette année 2025. C'est lui qui va s'en aller, Hanouna, qui est quand même énormément suivi. Si on me pose la question, effectivement, je trouve ça un peu injuste parce que c'est aussi en fait un peu un camouflet fait au public. Ouais, bien sûr. Puisque ça reste quand même l'une des chaînes les plus regardées de la TNT. Et je pense qu'il y avait d'autres manières de sanctionner Hanouna que de sanctionner toute la chaîne. Bien sûr. Effectivement. Donc on verra si ça se passe bien dans les prochaines semaines ou à l'issue de la saison. Sinon, tu l'as vite fait évoquer. Quel est le point commun entre Stéphane Rothenberg, Grégory Hacher et Boris Hergot? C'est le Bachelor, évidemment. Tu l'as présenté sur NT1. Ouais, c'est ça. Voilà. Après Grégory Hacher, qui est aujourd'hui sur l'équipe 21. Voilà, c'est ça. Donc émission de dating, un mec. T'étais pas le Bachelor, t'aurais pu, Non. Être le mec avec plein de rencarts, qui a plein de roses, qui embrasse plein de filles. On le rêve tous, ça, évidemment. Non, mais j'avais peut-être le plus beau rôle, figure-toi, parce que je consolais toutes les perdantes. Et donc, il s'est passé des choses. Non, c'était sympa. Alors, c'est une anecdote, très belle expérience. Ouais, et t'avais une anecdote spéciale là-dessus, je crois. Ah bon? Un programme de tournage. Ah oui, bien sûr. Ouais, non, c'est une histoire incroyable, ça. Oui, effectivement. On en avait pas. Tout le monde a tellement parlé en off, on parlait. Ouais, tu as raison. Ouais. Non, c'est une histoire assez incroyable, qui est en fait. Donc moi, j'ai été appelé pour la dernière saison, et c'est. Il y a eu un faux départ, c'est-à-dire que il y a un bachelor qui a été trouvé. C'est très compliqué de trouver un bachelor parce que il faut que le gars remplisse des critères extrêmement sélectifs. Déjà, 1, il faut qu'il soit célibataire. 2, il faut qu'il ait moins de 40 ans. 3, célibataire, il faut pas qu'on sache qu'il soit marié. Il faut qu'il soit hétéro. Quand même, c'est important, quoique maintenant on fait des bachelors gays ou des. Oui, après ça dépend aussi. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, dans cette version-là, il a même les femmes quand même, sinon c'est compliqué. Il fallait qu'il soit même plutôt à l'aise dans la vie, même si c'était pas un critère premier, et qu'il soit surtout disponible pendant 3 mois de tournage. Donc ça fait quand même beaucoup de cases à cocher et c'est pas évident à trouver. Donc tous les clubs de rugby ont été écumés, etc. par la prod. Et ils ont trouvé ce gars-là qui était un mec super. Sauf que à 3 jours du début du tournage, il voit le psy de la prod et le psy dit non, ça va pas le faire. Ce mec est en burn-out. Donc il tiendra pas 6 semaines. C'était 6 semaines de tournage continu. C'est quand même assez physique. Et donc, branle-bas de combat, terrible. Et quand le psy dit non, c'est terminé. On est obligé de trouver quelqu'un d'autre. Donc, t'imagines à quel point c'était compliqué. Donc, ils se sont rabattus, pour la faire courte, ils se sont rabattus sur un type qui était chargé du partenariat bijoux de la prod, tu vois, qui était un beau gosse, ancien mannequin. C'est lui qui a fait donc sa boîte à Hong Kong, etc. Et les nanas me disent, écoute, déjeune avec lui, dis-nous ce que t'en penses. Donc je déjeune avec lui, et puis je vois que les nanas, c'est pas forcément son sujet premier, tu vois. Et je le dis à la prod après, je dis, écoute, il est très sympa, très beau, tout ce que tu veux, mais il a pas l'air d'être super branché sur les nanas et tout ça. Écoute, c'est pas grave, on y va, on fonce avec lui, il nous a dit OK, la psy nous a dit OK, on y va. Et donc, du coup. Donc, on commence à tourner.
Et le premier épisode, donc le pilote, qui est hyper important, souviens-toi, Oui. parce que c'est là où les filles rencontrent le bachelor. Donc, t'as ces superbes nanas qui sont habillées dans des robes de créateurs qui sortent de la limousine et qui rencontrent le bachelor. Et lui, il les passe les unes après les autres en leur disant 3 mots, on se revoit tout à l'heure, etc. Et à un moment, on suspend le tournage. Il faut imaginer, il y a 14 caméras, des grues, des éclairages dans tous les sens. C'est vraiment magique et tout ça. Et la prod lui dit, écoute, il faut que tu nous donnes un petit peu de biscuit, il faut que tu discutes un peu avec les filles, parce que à l'image, on ne rend rien. Ok, et donc là, le problème qu'il y a eu, ça a été... Le problème qu'il y a eu, c'est que le type, en fait, a craqué. Ah oui. Et qu'au bout de la fin du premier épisode, il a abandonné. On devait aller aux Canaries. Tout le monde s'est retrouvé aux Canaries, sauf lui qui n'a refusé de monter dans l'avion. Et donc, on s'est retrouvés le bec dans l'eau avec une prod énorme, c'est des millions d'euros, le Bachelor, t'imagines, c'est les plus beaux hôtels, c'est des hélicos, c'est 200 personnes à placer à droite à gauche, c'est une production absolument énorme, c'est d'ailleurs pour ça que ça a été arrêté, c'est parce que ça coûte aussi très très cher et que donc on a dû arrêter le tournage complètement. Et alors, ce qui est arrivé pile ce jour-là, c'est un truc incroyable, c'est qu'il y a eu l'accident de Dropped. Je sais pas si tu te souviens de cette émission. Oui, 2014. Les deux 2015, oui, 2014, ça a raison. Les deux hélicos, c'était bien sûr, et qui tuent une partie. Avec Eva Stein, avec notamment Florence Artaud qui était dans cette émission. Voilà, et puis des réalisateurs. Plein de réalisateurs, notamment, évidemment. Donc c'était en même temps. C'était pile ce jour-là. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas entendu parler de l'histoire du faux départ du Bachelor, qui aurait dû faire la une de toutes les chroniques médias, mais qui l'a pas faite parce qu'évidemment ça a été éclipsé par quelque chose de plus important qui est dans l'histoire aujourd'hui dans le Face à Raju. Et donc on est reparti 6 mois après avec un nouveau Bachelor qui était Gianmarco Tavani, l'Italien très sympa, qui nous a permis de faire une très belle saison. Mais voilà, c'est une histoire dont on n'a pas parlé parce que ça a été éclipsé par la catastrophe de Noël, une triste info. Évidemment, c'est une info assez catastrophique. On t'a vu également, on te connaît également parce que t'as fait aussi on t'a vu aussi dans la presse People, comme on va venir. Tu disais qu'il y avait quelqu'un d'important quand t'as commencé à diriger. C'est Caroline Turbide qu'on voit encore, qui elle n'a jamais quitté le groupe, qui a toujours été sur. Bien sûr, ça fait 20 ans. Et aujourd'hui chez William Lémergie, très connu sur RFM le matin. Ouais. Alors bon, ça a été plus une collaboratrice, ça a été ta femme, tout simplement. Ouais. Et c'est pas que ta femme, ton ex-femme, c'est pas juste une petite ex, c'est comme la mère de tes 2 enfants, l'amant de tes 2 enfants. Et on vous a vu au cours, il y avait beaucoup d'infos autour de vous, il y a eu une petite rigolade, on va dire, avec Jean-Michel Maire dans Touche pas mon poste, on t'a vu arriver là-dessus, et puis ça s'est, donc on sait que, j'en parle parce que ça a été annoncé dans la presse, ça s'est terminé. Et un peu, ça a surpris tout le monde, du coup. Ça a été... Bah oui, tu sais, les histoires d'amour, ça a des débuts, des fins, etc. Et voilà, la vie a ses imprévus. C'est la femme de ma vie, c'est la mère de mes enfants. On garde de très très belles relations. Écoute, et c'est vraiment fini là, du coup. Écoute, la vie est longue. Mais toi, t'espérerais que ça. J'espère rien du tout. Ah bah c'est là, t'as un gros sourire quand tu m'en as. Oui, bien sûr, parce que c'est une personne magnifique et qui a un talent fou et. Moi j'ai jamais vu. C'est vrai qu'elle passe bien la télé. Une excellente maman. Ouais. Ouais, mais quand on en parle en vrai, parce qu'on pourrait dire, on entend déjà entendu les gens. Bah oui, c'est la mère de ma fille, on est en très bon terme. Toi, c'est encore différent. On voit que c'est. Non, on est très liés, on est très très en accord sur l'éducation de nos enfants. Ça a pu être digéré aujourd'hui, ça a été compliqué pour toi à vivre. Bien sûr, c'est des histoires qui sont des passages difficiles, qui permettent des reconstructions complètes, voilà. Mais la vie continue, il y a pas de problème pour elle comme pour moi. Et de toute façon, on restera toujours très très proches l'un de l'autre. Tu sais, il faut faire la distinction, et bon, c'est sûr que c'est ça que j'ai peut-être eu un peu de mal à faire, la distinction entre le couple parental et le couple marital. T'as le couple marital qui peut s'arrêter un jour, mais le couple parental, il est éternel. Donc, à qui le dis-tu? Nous sommes dans la même situation, figure-toi. Voilà. Mais en tout cas, on te souhaite plein de bonheur et peut-être ça s'arrangera. On sait pas de quoi est fait la vie est tellement longue. En tout cas, voilà. Bon, salut Caroline, évidemment. Elle est imprévue en tout cas, et moi j'ai l'habitude de dire que la vie a plus d'imagination que nous. Donc laissons-la faire de temps en temps. Puis donc on verra comment ça se passe pour toi. Et puis dernière question, quelle est la différence entre la télé d'avant que tu avais connue au début et celle d'aujourd'hui?
Je ne sais pas s'il y a une télé d'avant, une télé aujourd'hui. Je pense qu'elle est en perpétuelle évolution. Je ne sais pas si on peut parler d'époque. Moi, j'ai la chance d'avoir vu évoluer tout ça, bien sûr, hein, d'avoir vu la naissance du numérique et tout. Mais je pense qu'en tout cas, il est complètement faux de dire que les gens ne regardent plus la télé. Alors évidemment, c'est plus le meuble qui trône au milieu du salon où on se réunit en famille à se poser pendant 4 heures devant. Mais je pense que les gens regardent toujours la télé, mais différemment. C'est tout. C'est que on n'a jamais passé beaucoup de replays, tout ça. on n'a jamais passé autant de temps devant un écran. Sauf qu'aujourd'hui, la télé, tu la regardes à l'arrière d'une voiture, dans le métro, dans ton bain, en avion, partout. Et que ou dans sa chambre, dans son lit, enfin partout. Et qu'aujourd'hui, c'est plus nous qui accompagnons la télé, c'est la télé qui nous accompagne. Alors les formats se raccourcissent forcément. C'est un petit peu comme le journal gratuit 20 minutes. Ça s'appelle 20 minutes parce que c'est le temps moyen d'un trajet de métro. Donc aujourd'hui, les programmes, ils font plutôt 20 minutes qu'une heure et demie. Mais les fabricants de contenu restent les mêmes en tout cas. Et tu vois un truc assez intéressant, c'est que les youtubeurs, par exemple, les youtubeurs qui au départ se filmaient dans leur salle de bain, se filmaient chez eux, devant leur télé, etc., aujourd'hui, qui sont des nouveaux créateurs de contenu, hein, ils professionnalisent les choses. Et figure-toi qu'ils viennent souvent frapper à la porte d'ici, dans le studio, parce qu'ils recherchent justement à revenir, à se réapproprier les codes de la télévision. Un peu ce qu'on fait là, c'est-à-dire un vrai plateau avec des vraies caméras, avec des vrais écrans, avec des vrais micros. Avec des vrais journalistes animateurs, des vrais invités, pour moi, les vrais, quoi. Et on revient finalement à des codes, parce qu'il n'y a pas 50 manières d'interviewer des gens. Tu vois ce que je veux dire? On peut tourner dans tous les sens. À un moment ou à un autre, une interview, c'est quoi? C'est un journaliste qui fait face à un invité avec des éclairages, des caméras, des cadrages, et terminé. On va pas faire ça de manière improvisée, tu vois. Ça sera le mot de la fin. Merci Boris. C'était un bonheur. À bientôt et à bientôt également chez vous. Ciao, ciao. Très bien.